Antoine Flao est docteur en médecine, spécialiste d'épidémiologie et spécialiste de la grippe A. Il publie le journal de la pandémie chez Plomb. Alors, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur, docteur, de la situation ? Est-ce qu'en France, est-ce que dans le monde, on est capable de faire face à cette épidémie ? Je crois qu'on a tout lieu d'être préoccupé par un événement qui est planétaire, qui concernera une très grande fraction de la population mondiale. Mais il faut aussi savoir raison garder, se rendre compte que maintenant on a une expérience qui a été acquise par ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud pendant tout leur hiver austral. Et on a bien vu que pour l'immense majorité des cas, tout se passait extrêmement bien. C'était la grippe qui se passe bien. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur ? Mais ça veut dire que maintenant on a affaire à une maladie qui se passe bien chez plus de 99% des personnes qui contractent le virus, qui se passe même remarquablement bien. On a vu qu'une bonne fraction des gens infectés par le virus ne développent pratiquement pas de symptômes. Une autre fraction développe une grippe parfois assez carabinée, et puis un tout petit pourcentage. Et c'est cela qui nous inquiète. C'est-à-dire un pourcentage de combien ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1% des gens à peu près qui vont être hospitalisés parce qu'ils ont des complications. On sait qu'il y a peut-être une personne sur 5000 qui va être hospitalisée dans un service de réanimation pour des complications très graves. Et on sait qu'il y a peut-être une personne sur 10 000 infectée. C'est donc très rare, évidemment, mais qui va peut-être décéder de ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ça veut dire par rapport à la grippe traditionnelle, combien de mortalité en plus ? Dans la grippe traditionnelle, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une sorte de mortalité un peu invariable. On parle plutôt des pays développés, parce qu'on pourra reparler après des pays les plus pauvres de la planète, mais dans les pays les plus riches, on est arrivé à une sorte de plancher qui est à peu près un décès tous les 1000 infections. Ces décès sont le plus souvent chez les personnes très âgées et déjà qui ont beaucoup de maladies sous-jacentes. Oui. Alors ce qu'on peut penser, c'est qu'il n'y a pas tellement de raisons qu'on ait une mortalité très inférieure avec cette nouvelle grippe. On pourrait même penser qu'il y aurait un surplus de mortalité. C'est-à-dire un surplus de mortalité, mais pas une mortalité plus importante. Et pourtant, on dit que 40% des décès de la grippe A sont des gens en bonne santé. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de critères particuliers. Oui, alors c'est ça qui est un peu nouveau et d'ailleurs qui est aussi préoccupant. C'est qu'il y a visiblement, alors ce sera peut-être une petite fraction de la mortalité globale qui survient chez des jeunes en bonne santé. C'était connu avec la grippe, mais extrêmement exceptionnel. Peut-être qu'il y avait 1 cas ou 2 cas par million de cas de grippe saisonnière qui pouvaient développer ces syndromes de détresse respiratoire. On a l'impression, bien que ça nécessite encore d'être confirmé, on verra ce qui se passera dans l'hémisphère nord cet hiver et cet automne, mais on a l'impression malgré tout qu'il y a quand même plus souvent ces cas de mortalité directe, même s'ils restent très très rares. Ça veut dire alors, est-ce qu'on a raison, notamment en France finalement, de ne vacciner dans un premier temps, c'est ce qui va se passer au mois d'octobre, que les personnes dites à risque et pas les autres, alors qu'elles sont à moitié touchées autant pratiquement Alors, c'est très compliqué parce que probablement on n'aura pas suffisamment de stock de vaccins pour vacciner toute la population mondiale dès le début de l'automne. Il va donc falloir, et c'est ce que essayent de faire les gouvernements avec le plus de concertation multilatérale possible, l'Organisation mondiale de la santé est d'un grand secours pour essayer d'être un peu ce chef d'orchestre et de répartir des ressources limitées. On a beaucoup de chance dans les pays les plus riches d'avoir ces ressources malgré tout de façon assez abondante. On est assez préoccupé de voir que des pays plus pauvres de la planète risquent de ne pas avoir accès à ces vaccins ou aux antiviraux. Donc les Français vont avoir bien entendu des vaccins que l'on va essayer de répartir, que nos gouvernants vont essayer de répartir d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Mais est-ce qu'on ne s'est pas résigné d'ores et déjà, docteur, à se dire voilà, cette grippe de toute façon fera un certain nombre de morts ? Alors si cette grippe fait un nombre de morts qui est, je dirais, celui de la grippe saisonnière. On peut dire que jusqu'à présent, on ne s'est jamais vraiment attelé à lutter contre les épidémies de grippe saisonnière. Donc peut-être qu'un jour, et d'ailleurs il y en aura d'autres des pandémies à l'avenir, peut-être qu'un jour on se dira, et si on s'attelait à lutter contre, avoir des mesures de barrière contre la vague épidémique saisonnière, peut-être qu'on aurait davantage d'outils pour lutter contre une pandémie comme celle qui arrive. Maintenant, il faut surtout essayer de protéger les personnes les plus à risque de complications. On a vu que les femmes enceintes, on a une expérience qui est acquise maintenant dans l'hémisphère sud, on a vu que les femmes enceintes représentent un groupe à risque. On a vu que les grands obèses, qui ont des indices de masse corporelle supérieurs à 40, c'est-à-dire vraiment des grandes obésités morbides, ont aussi un risque supérieur aux gens de poids normal. Donc probablement il va falloir s'atteler à protéger en priorité ces personnes très à risque. Alors en dehors du vaccin, évidemment il y a toute la campagne de prévention. Est-ce qu'elle est vraiment efficace ? On voit distribuer des produits pour alcooliser les mains. On dit aux gens de ne plus avoir de contact physique. On sait bien que c'est un
possible. Les grands rassemblements ont quand même lieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors pour une fois, je dirais que on s'est préparé depuis plusieurs années. On pensait que ce serait la grippe aviaire. Il se trouve que c'est cette grippe H1N1, mais on s'est préparé depuis de nombreuses années avec beaucoup de, je dirais, de rationnel, épidémiologique notamment, à lutter contre une pandémie de grippe. Et on s'est aperçu, et les modèles mathématiques au secours de cela, parce qu'il a fallu simuler sur ordinateur ce qui pourrait se passer, on n'a pas de test grandeur réelle, on s'est aperçu que c'est l'accumulation des méthodes, que ce soit le port de masque, que ce soit les antiviraux, que ce soit le lavage des mains, comme vous le dites, évidemment le vaccin dès qu'il sera là, mais aussi éventuellement la fermeture des écoles. Toutes ces mesures prises bout à bout, parfois même ensemble, au bon moment, peut permettre de réduire considérablement la morbidité et la mortalité. Pas une panique ou un risque de panique? Alors vous savez, fermer des écoles, porter des masques. Oui, vous avez raison. Je pense que le grand problème et un peu le paradoxe qui est consubstantiel des crises sanitaires, quelles qu'elles soient, c'est que on est un peu obligé, en termes de gestion de ce risque et de la communication sur le risque, de naviguer entre deux écueils qui sont la réassurance extrême, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça n'est que de la grippe saisonnière, et la peur, qui d'ailleurs parfois n'est pas si mauvaise conseillère que ça lorsqu'elle permet de mobiliser la population. Ça veut dire en faire trop ou pas assez finalement, on n'a pas le choix. Voilà, si, bien sûr, vous avez raison aussi de dire qu'il faut être un peu au milieu, il ne faut pas en faire... Les choses ne sont pas ou noires ou blanches, on sent bien que on doit être entre ces deux écueils, essayer de mobiliser la population, mobiliser les pouvoirs publics lorsqu'ils le peuvent, les ressources disponibles dans le pays pour pouvoir accumuler ces réponses. On pense, par exemple, vous parliez des lavages des mains, on pense que peut-être 25% des contaminations de la grippe sont ce qu'on appelle manuportées, c'est-à-dire sont dues à ce que vous touchez au portage par les mains. Donc le lavage des mains, assez fréquent, a sans doute une efficacité. Oui. Et ça a été un peu testé dans des laboratoires, etc. On a vu que cette efficacité pouvait permettre de dire aux gens, mais c'est simple, vous pouvez le faire, lavez-vous les mains. Et alors, une solidarité internationale, vous disiez à l'instant, évidemment, d'autres pays seront moins protégés que certains en Europe, évidemment. Oui, donc, je pense qu'on est balbutiant dans la solidarité internationale. Comme dans d'autres pandémies, évidemment. Comme dans d'autres domaines. Malheureusement, on voit de façon peut-être encore plus éclatante, avec la médiatisation que cet événement planétaire suscite, on voit qu'un certain nombre de pays sont restés à un état de santé qui est proche de celui de 1918, de la grande pandémie espagnole. Donc là, il y aura beaucoup de victimes, hélas. J'espère que non. J'espère que non, mais il est certain que d'abord, il faudrait le voir, le mesurer, ne pas les ignorer. Je suis très préoccupé de voir que dans les pays d'Afrique, du Sahel notamment, il y a très peu de veille sanitaire. On ne saura peut-être rien de ce qui va se passer. Il est vrai que les pays qui n'ont pas d'accès facile aux antibiotiques pour lutter contre les complications, qui n'ont pas d'accès aux réanimations, qui n'ont pas d'accès aux antiviraux et aux vaccins, sont dans une situation beaucoup plus préoccupante que nos pays riches de la planète. Merci Antoine Flao, donc spécialiste d'épidémiologie de la grippe A qui publie le journal de la pandémie chez Plomb, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci.